Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction intitulé Corée du Nord, Iran, à quoi joue Donald Trump? C'est vrai que le président américain marche sur des charbons diplomatiques ardents depuis le début de son mandat. Et avec moi autour de la table pour en parler, Isabelle Lasserre, bonjour. Vous êtes responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Assas et spécialiste des États-Unis. On a aussi Philippe Gély, notre correspondant à Washington, qui s'est levé aux aurores pour nous expliquer la politique étrangère de Trump, vaste affaire. Et puis Sébastien Faletti, le correspondant Asie pour le Figaro et pour d'autres médias, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à Interaction pour la première fois. Le sondage du jour que l'on vous propose depuis ce matin sur Twitter. Redoutez-vous un affrontement nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord? Vous pouvez voir que pour l'instant, nous sommes à 353 votes. Vous pouvez continuer à voter et on commentera les résultats de ce vote à la fin de l'émission. On va commencer tout de suite au cœur du sujet nord-coréen avec vous, Philippe Gély. Vous écriviez dans le Figaro de lundi, je vous cite, que les tensions actuelles rendaient plausible l'hypothèse d'un conflit dévastateur. On en est toujours là aujourd'hui ? Oui, d'une part parce que Donald Trump fait des déclarations à l'emporte-pièce et fixe un objectif qui est difficile à atteindre, qui est la dénucléarisation totale de la péninsule nord-coréenne. Et il utilise des moyens qui sont assez peu diplomatiques. Et d'autre part, en parallèle, il y a un effort de réarmement très très important aux États-Unis. D'ailleurs, globalement, plutôt orienté vers les armes conventionnelles, ce qui est un peu étonnant, même si l'agence antimissile américaine doit recevoir des fonds, environ 500 millions de dollars supplémentaires. Vous allez nous détailler au fil de cette émission aussi, Philippe, en quoi et quels sont les budgets justement donnés à l'armée américaine. Jean-Éric Brana, je voulais aussi vous faire réagir sur les derniers tweets de Donald Trump, notamment où il parle avec Rex Tillerson en lui disant voilà, garde ton énergie Rex, on fera ce qu'il faut. Et voilà, on voyait que Donald Trump ne croyait plus vraiment à la solution diplomatique, disons. Et on a un vrai changement de ton, là, effectivement, puisque c'est vrai que depuis l'arrivée de Donald Trump ou avant, la solution diplomatique a quand même été toujours privilégiée, même si c'est vrai qu'il y a eu des hauts cris et qu'il y a eu des déclarations à l'emporte-pièce. On se souvient du bruit, de la fureur, on se souvient de l'idée que la Corée du Nord allait être totalement détruite, enfin des choses assez incroyables de la part d'un président. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous dit Donald Trump, c'est plus la peine. Maintenant, on va juste attendre et on va voir ce qui va arriver. Donc ça va être toute la discussion aujourd'hui de qu'est-ce qui va arriver. Côté nord-coréen, Sébastien Faletti, est-ce que le régime et la population se préparent aussi à l'imminence d'un conflit ? Alors, effectivement, en fait, quand on est à Pyongyang, j'ai eu la chance d'y aller en avril dernier. Étonnamment, en pleine tension, la vie continuait. Les gens étaient habitués parce qu'il faut comprendre que ce régime est fondé sur la notion d'être assiégé. Le régime trouve sa légitimité dans cette notion que les impérialistes américains menacent la nation coréenne. Et donc, c'est un pays qui est sur le pied de guerre depuis plus de 70 ans. Depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les habitants sont habitués par des exercices, par des rationnements, à se préparer à un conflit. Et dès l'école primaire, on apprend que les Américains menacent le pays. Donc finalement, paradoxalement, aujourd'hui, en Corée du Nord, il n'y a pas un changement fondamental d'atmosphère chez les habitants, en particulier à Pyongyang, qui est la ville de l'élite. La plupart des gens continuent leurs occupations et se tiennent prêts. Mais les médias officiels, bien sûr, insistent sur le fait que les États-Unis sont en train de monter la pression, qu'il y a des porte-avions qui s'approchent, qu'une invasion se prépare. Mais finalement, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Et ça, c'est pour le dossier donc, nord-coréen. Mais en Corée du Sud, est-ce qu'il y a aussi une inquiétude? Regardez par exemple ce message de la ministre des Affaires étrangères sud-coréenne. Il est impératif que les États-Unis et nous soyons coordonnés pour gérer la situation en gardant la tête froide. Ça sonne un petit peu comme un avertissement à Donald Trump, Sébastien. Oui, à Séoul, il y a quelque chose d'assez étonnant aujourd'hui. C'est que finalement, on a l'impression que les Sud-Coréens, et en particulier le gouvernement du président Moon Jae-in, s'inquiètent plus de leur allié Donald Trump que de leur adversaire Kim Jong-un. Au quotidien, la vie continue à Séoul. Les habitants sont habitués
à ces tensions. Et donc, en apparence, il n'y a rien de nouveau. La vie continue, les restaurants, les shopping malls sont pleins. Sur le fond, il y a une inquiétude qui pointe, mais paradoxalement, cette inquiétude vient plutôt de Washington que de Pyongyang. On a Boubacar qui vient de nous poser une question. On y répond dans une poignée de secondes. Je vais d'abord m'adresser à vous, Isabelle, concernant les options militaires des Américains. Écoutez déjà ce que disait, pour se remettre en mémoire, Donald Trump à la tribune de l'ONU. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. Isabelle, aujourd'hui, donc, quelles sont ces fameuses options militaires ou diplomatiques américaines? Alors, les options diplomatiques, elles paraissent entre parenthèses en ce moment, notamment parce que les exemples qui sont montrés à Kim Jong-un dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis qui sont en train de se retirer de l'accord iranien, l'annexion de la Crimée, si on remonte un peu plus loin, les expériences irakiennes et libyennes prouvent une chose, c'est que quand on a la bombe nucléaire, il faut la garder, et si on s'en débarrasse, on risque soit de mourir, soit de voir son pays annexé. Aujourd'hui, il y a deux options américaines vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est soit la dissuasion, soit la guerre. La dissuasion, ce serait accepter que la Corée du Nord aujourd'hui est une puissance nucléaire, une puissance dotée, et c'est la dissuader suffisamment pour qu'elle reste un petit peu dans son coin et qu'elle ne bouge pas, et que finalement la menace contre les États-Unis soit très faible. C'est inconfortable, mais c'est une situation qu'on peut gérer. La deuxième solution, c'est la guerre, et c'est là qu'on peut se dire, enfin dans la tête des militaires américains, on peut aussi voir les choses de la manière suivante, c'est-à-dire on a 1 an à peu près, peut-être moins, peut-être un tout petit peu plus, pour régler le problème nord-coréen. Dans 1 an, de toute façon, il est trop tard, parce que dans 1 an, la Corée du Nord aura à la fois des armes nucléaires suffisamment petites et des lanceurs suffisamment performants pour pouvoir mélanger les deux et attaquer le sol américain. Donc c'est maintenant qu'il faut agir si on veut régler le problème. Voilà ce que pensent certains militaires américains. Merci Isabelle, mais avant cela, Sébastien, est-ce qu'on peut encore attendre de la Chine une solution diplomatique? Alors la Chine est dans une position extrêmement inconfortable. La Chine de Xi Jinping n'aime pas l'idée d'une Corée du Nord nucléaire. C'est quelque chose qui les inquiète. C'est surtout quelque chose qui les gêne sur le plan régional, parce que ça renforce la présence américaine dans la région. Donc à ce point de vue-là, le dossier nord-coréen devient véritablement un fardeau. Cependant, l'effondrement du régime nord-coréen serait quelque chose d'encore plus catastrophique du point de vue de Pékin, car ça créerait une instabilité sur la frontière nord-est, peut-être des flots de réfugiés vers des régions chinoises qui sont très pauvres. Donc la Chine de Xi Jinping veut d'abord la stabilité, et entre deux mots, une Corée du Nord turbulente et un chaos, le régime de Pékin, pour le moment, semble toujours se tenir à la première option. Alors bien sûr, elle donne du change aux États-Unis, et elle prend des nouvelles mesures. Elle suspend des importations, notamment de charbon, de fruits de mer. Elle vient de suspendre les entreprises nord-coréennes dans son pays. Mais on attend de voir que la Chine franchisse le Rubicon. Et le problème, c'est que beaucoup d'experts qui connaissent la Chine pensent que jamais les régimes chinois ne franchira cette ligne. Et donc, ça veut dire que la politique américaine de pression sur Pékin est dans l'impasse. On a déjà une question d'internaute, je vais vous la poser, Jean-Éric Brana. C'est Rabat qui nous demande, est-ce que Trump a accumulé plus d'ennemis que d'amis depuis le début de son mandat? Et il cite la Corée du Nord, le Mexique, l'Iran, la Russie et la Turquie. C'est vrai que la liste commence à être longue. Écoutez, ils étaient tous ses ennemis le jour où il a pris son investiture, le 20 janvier, puisqu'il faut quand même se souvenir que la grande incertitude, c'était dans les
diplomatie du monde entier, où tout le monde se demandait à quelle sauce chacun allait être mangé. On n'arrêtait pas de faire des plateaux, je vais parler pour moi, mais la question qui m'était posée, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la France? Et chaque pays s'est posé cette question-là. Encore aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, on va essayer de comprendre sa politique étrangère. C'est vraiment ce qu'on entend un peu partout, comme si on ne la comprenait pas. En réalité, on voit bien qu'il y a une ligne de force. Donc, est-ce qu'il a des ennemis? Oui. Est-ce que ça le préoccupe? La réponse est non, puisque sa ligne de force, c'est l'Amérique d'abord. Il a dit, il répète sur tous les tons, je ne me préoccupe que de mon pays. Je ne suis pas président du monde. Et pour expliquer la Corée du Nord ou les autres questions dont on va parler aujourd'hui, bien évidemment, il faut avoir quand même cette grille de lecture. Comprendre que cet homme-là, dans sa stratégie, essaie d'abord de parler à ses électeurs qui ne veulent pas entendre parler l'extérieur, qui ne veulent plus payer pour l'extérieur, qui ne veulent plus s'investir sur l'extérieur. En revanche, si l'extérieur représente un danger, à ce moment-là, il faut s'en protéger coûte que coûte. Et c'est bien ce qui se passe avec la Corée du Nord ou avec d'autres points du globe dans lequel Donald Trump va intervenir parce que, effectivement, ça représente un danger. En réalité, moi, je rejoins Philippe Gély dans son intervention du début. La question n'est pas de savoir s'il a des ennemis et s'il va intervenir quelque part, en particulier en Corée du Nord. La question, c'est de savoir quand. Et effectivement, je pense aussi qu'il y a l'échéance d'un an à peu près, qui est le moment évalué par tous les spécialistes pour dire qu'à ce moment-là, la Corée du Nord pourrait être en mesure d'attaquer les États-Unis. Il ne faut donc pas arriver à cette extrémité, ça va donc se faire avant. Mais alors justement, je rejoins la question après de Boubacar qui nous posait en début d'émission, si jamais la Corée du Nord ou les États-Unis dérapent, le risque d'un conflit mondial est-il réel? Isabelle, est-ce qu'on va avoir un système de déclenchement d'alliance par exemple? Mais non, il n'y a pas un bouton qui allume tous les boutons. Le principal... Non, justement, par un système de déclenchement d'alliance. Le problème, bon, on peut aussi se dire que alors, les choses sont jamais, les guerres ne se déroulent jamais de la manière dont on les a prévues. Elles dégénèrent ou elles rebondissent ailleurs. Il est sans doute très difficile aujourd'hui d'avoir l'assurance que des frappes américaines, même soutenues, même avec un maximum d'informations de drones et de l'espace, pourraient en fait réduire à néant toutes les installations nord-coréennes. Par conséquent, le premier risque, c'est une réponse sans doute conventionnelle sur la Corée du Sud, avec peut-être un grand nombre de morts. Voilà. Merci. Après, il y a les alliances qui peuvent s'enclencher, qui sont des alliances entre les États-Unis et ses alliés asiatiques, notamment avec le Japon et la Corée du Sud. Mais le principal risque, c'est une réponse sur la Corée du Sud. Et Philippe, une dernière question avant de clore ce dossier nord-coréen. Vous nous confirmez aujourd'hui que les canaux de discussion entre Washington et Pyongyang sont au point mort et qu'il n'y a plus aucune discussion diplomatique, on va dire. Il y a eu une déclaration du secrétaire d'État Rex Tillerson qui a pu un peu induire en erreur et qui, semble-t-il, a induit en erreur le président lui-même, puisqu'il a parlé de canaux qui existent. Ces canaux existent depuis toujours. Ils sont au nombre de 3. La Suède, qui représente les intérêts américains à Pyongyang, la représentation nord-coréenne auprès de l'ONU à New York, et ce qu'on appelle le Track 2, c'est-à-dire des cercles d'experts que d'ailleurs les Nord-Coréens ont activés pour essayer de comprendre la psychologie et les tweets de Trump. Ça a été révélé assez récemment. Mais une source qui fait partie de ces canaux de discussion me garantit qu'il n'y a pas de négociation actuellement. Simplement, quand Donald Trump a entendu son secrétaire d'État parler de discussions dont il n'était pas au courant et auxquelles il était opposé, c'est là qu'il a sorti ses tweets en disant Rex, ne perds pas ton temps, garde tes forces. Très bien, Philippe. Allez, on referme maintenant le dossier nord-coréen pour ouvrir une page iranienne. Rappelez-vous, encore une fois, à la tribune de l'ONU, ce que disait Donald Trump sur l'accord sur le nucléaire iranien, dont il n'est pas vraiment fan. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it, believe me. Jean-Éric Brana, c'est vrai que c'est une semaine cruciale pour cet accord sur le nucléaire. Le président américain doit donner une décision sur un avis, en tout cas, sur cet accord.
Sur la certification, oui. Alors là, c'est plus caricatural encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure, puisque là, il fait de la politique intérieure. Il est en train de régler ces petits problèmes avec tous ceux qui sont autour de lui. Je parle autant des démocrates que des républicains. Pourquoi ? Parce que pour faire avancer son agenda à lui, qui parle d'immigration, qui parle d'économie, il va se servir de la politique intérieure, en particulier de l'Iran, qui est un cheval de bataille des républicains depuis très longtemps, et il a repris comme ça les chevaux de bataille des républicains en se mettant dessus. Cette semaine, il va donc expliquer qu'il ne veut pas certifier les termes de cet accord, donc il va renvoyer l'affaire au Congrès en leur disant « Écoutez mes amis, c'est à vous de vous débrouiller, sachant qu'au Congrès, il y a vraiment deux blocs au sein du Parti républicain, ceux qui sont pour effectivement en finir avec cet accord et ceux qui sont pour, au contraire, l'assurer parce que les accords internationaux, notamment avec la France, on peut quand même le dire, font qu'il y a des engagements des États-Unis. Entre les faucons et les autres, il y a une guerre ouverte au Congrès, donc tout va être bloqué et ils sont même en grosse difficulté pour imposer de nouvelles sanctions, ce que la décertification va enclencher immédiatement. Ils ont 60 jours pour le faire. Même là-dessus, ils vont avoir du mal, donc ils ne vont pas, à mon avis, mettre des sanctions sur l'accord lui-même, mais sur le périphérique, parce que ce sera une bonne manière de s'en sortir, de se fâcher avec personne et de ne pas se fâcher avec le président alors qu'il y a des élections en 2018. Pardon, j'ai mis beaucoup de choses sur la table, mais c'est à peu près ce qui est en face de Donald Trump. Autrement dit, je résume tout ça. Encore une fois, je m'occupe d'Amérique, je m'occupe de mes électeurs et je suis en train d'expliquer que le Congrès ne fait pas son boulot, donc je vais vous le montrer en vous envoyant cette démonstration flagrante. Et il pourrait donc décertifier cet accord lors d'un discours qu'il prononcera demain, mais regardez ce que lui conseillait James Mattis, son secrétaire à la Défense. We can confirm that Iran is living by the agreement, if we can determine that this is in our best interest, then clearly we should stay with it. I believe at this point in time, absent indications to the contrary, it is something the President should consider staying with. Philippe, est-ce qu'on est dans une situation où, pour la énième fois, Donald Trump est en désaccord avec son administration ? Pas tout à fait, non. Le général Mattis est très remonté contre l'Iran, de même que John Kelly, McMaster, le Chief of Staff, pas précisément sur l'accord nucléaire, mais plutôt sur les activités dites déstabilisatrices de l'Iran à travers le Moyen-Orient. Ce sont des généraux qui se sont tous battus en Irak, qui estiment avoir gagné militairement les batailles qu'ils ont livrées et en fait avoir remis le pays entre les mains des Iraniens. Il faut juste préciser une chose sur la décertification qui est importante. Le président, à cause de la loi, est tenu à 3 choses tous les 3 mois. Certifier que l'Iran respecte ses obligations, certifier aussi que l'accord nucléaire est dans l'intérêt national supérieur des États-Unis, et enfin, ne pas demander une réimposition des sanctions. Donc Trump a 3 leviers à sa disposition. Il va en utiliser un seul, qui est de ne pas certifier, de ne plus certifier que l'accord soit dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine. Il ne va pas prétendre que l'Iran ne respecte pas ses obligations, parce que là, il serait en contradiction avec tous les observateurs, y compris avec l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et il ne va pas non plus demander au Congrès de réimposer les sanctions. Donc l'idée, c'est de débrancher l'une des 3 prises de cet accord, avec l'espoir que les alliés se regroupent devant la crainte que les États-Unis réimposent les sanctions, ce qui ferait véritablement imploser l'accord, pour faire pression sur Téhéran et essayer de négocier d'autres aspects avec l'Iran, notamment son programme de missiles balistiques et autres activités. Et effectivement, la question que l'on se pose aussi, c'est de savoir est-ce que l'Iran respecte ou non cet accord ? On voit qu'à cette question, Donald Trump et Rex Tillerson se contorsionnent un peu pour dire oui, mais un petit peu non. Écoutez ce qu'ils disaient dans les derniers jours. I believe they're funding North Korea. I believe they're trading with North Korea. I believe they're doing things with North Korea that is totally inappropriate. That doesn't pertain to the deal, but in my opinion it does, because it's called the spirit of a deal. It's pretty difficult
to say that the expectations of the parties who negotiated this agreement have been met. Perhaps the technical aspects have, but in the broader context, the aspiration has not. Isabelle, on a l'impression que techniquement, l'Iran respecte quand même cet accord. Alors, il y a trois choses. Techniquement, l'Iran respecte l'accord qui a été signé avec le P5 et l'Allemagne, c'est-à-dire les 5 puissances du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. C'est certifié régulièrement par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le gendarme mondial du nucléaire. Cette partie est respectée. C'est la première chose. La deuxième chose, ce qui n'est pas respecté, c'est en fait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a accompagné cet accord et qui, en fait, elle parle du programme balistique. C'est-à-dire qu'en gros, l'Iran, qui a gelé son programme d'enrichissement d'uranium, continue à développer son programme de missiles balistiques, c'est-à-dire continue à travailler sur les lanceurs et les missiles qui, à terme, pourront... Et ça, c'était dans l'accord, hein. Ou ne pas, non, justement, ça c'est dans la résolution, et ça, justement, cette partie ne fait pas partie de l'accord. Donc il ne viole pas, l'Iran ne viole pas l'accord international. Il y a un problème, parce que le développement d'un programme de missiles balistiques fait partie de cette grande famille qu'on appelle la prolifération nucléaire. La troisième chose, c'est que certains responsables américains, et notamment Trump, considèrent que l'Iran viole l'esprit de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il projette dans cet accord le soutien apporté par l'Iran au Hezbollah iranien, sa manière d'avancer en Syrie et de consolider toute son influence au Moyen-Orient. Et donc cet impérialisme iranien est dénoncé et est associé par Donald Trump à l'accord. Mais en fait, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, sur la décertification de l'accord, il est trop tôt pour savoir quel effet elle aura. Elle pourra aussi n'avoir aucun effet parce que le Congrès n'ira pas dans le sens de Trump, que les alliés européens feront corps pour essayer de sauver cet accord. Elle pourra aussi avoir un effet inverse, qui est la reprise brutale et très très rapide de la prolifération nucléaire iranienne, un redémarrage très rapide du programme de la bombe, du programme de bombe nucléaire. Puisqu'ils sont débarrassés de cet accord. Voilà, qui serait exactement l'opposé de ce que Donald Trump espérait et espère, l'opposé des intérêts américains. Par contre, dans les deux cas, ce qui est absolument certain, c'est que d'ores et déjà, avec ou sans conséquence sur la prolifération, la parole américaine est abîmée et affaiblie pour longtemps, parce qu'on a aujourd'hui un président américain qui, après avoir fait des engagements internationaux très forts et qui est lié à ses partenaires européens, va se retirer de sa parole, et ça fait 2 fois de suite, parce que le président Barack Obama avait lui-même en fait trahi sa promesse d'intervenir en Syrie pour faire respecter une ligne rouge. Donc la parole américaine est durablement affaiblie. Jean-Éric Brana, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Donald Trump a une obsession de l'Iran, comme avant lui, Bush père et Bush fils avaient peut-être une obsession de l'Irak et de Saddam Hussein? Alors je ne le crois pas du tout. Encore une fois, dans la droite ligne du propos que je tiens depuis le début, je crois que, encore une fois, la politique étrangère se résume à de la géoéconomie pour Donald Trump. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est où sont les intérêts dans cette histoire. Donc les intérêts, ils ne se trouvent pas forcément en Iran, ils se trouvent peut-être un petit peu plus à côté. On a la Syrie et on a un pôle juste au-dessus, le Kurdistan, qui est en train de bouger pas mal, dans lequel il y a pas mal de pétrole. Donc effectivement, on a une zone là d'intérêt pour les Américains. On a l'impression qu'il a vraiment clairement choisi sa ligne entre les sunnites et les chiites, entre les saoudiens et l'Iran, par exemple. Je crois, mais il nous l'a défini de toute façon quand il est allé à Riyad, puisqu'à ce moment-là, il a défini un axe du mal qui allait de l'Iran effectivement jusqu'à Daesh. Donc il avait choisi son camp et peu importe si de l'autre côté il y a des problèmes de droits de l'homme ou quoi que ce soit qui aurait pu embarrasser les Américains bien avant, là on mettait les pieds dans un seul camp et on les mettait fermement. Donc pour Donald Trump, il s'agit effectivement d'affaiblir l'Iran, d'essayer de mettre le chaos dans cette zone-là, parce que l'Iran est embarrassant pour ses propres intérêts. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'il y ait
une obsession, comme vous disiez, même si c'est l'impression qu'il donne par sa prise de parole. Je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin et on voit bien que c'est plutôt en seconde zone, donc les hommes qui sont derrière, plus Tillerson, encore plus Mattis ou McMaster, qui sont partie prenante de cette question. On va avancer un petit peu, puisque nous avons pris un peu de retard dans cette émission, pour essayer maintenant de définir un petit peu globalement cette politique étrangère américaine, essayer de la définir. Il y a une citation de Bob Corker, le sénateur républicain, qui disait au New York Times, chaque jour à la Maison-Blanche, il s'agit d'essayer de le contenir. Il parle évidemment de Donald Trump. Jean-Éric Brana, est-ce que c'est un bon résumé ? Oui, mais ça ne résumait que pour Bob Corker. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même plusieurs intérêts divergents au Congrès. On pourrait prendre Joe Lieberman, qui est le chef de file de ceux qui sont opposés à l'accord iranien. Ils ont fondé un groupe anti-accord iranien, donc c'est assez clair, et qui va se positionner différemment. Lindsey Graham, qui est un opposant à Trump, mais qui dit actuellement que sa politique n'est pas si mauvaise que ça vis-à-vis de la Corée du Nord ou de l'Iran, et que de toute façon, il n'est pas en train de déclencher une guerre, contrairement à ce que dit Corker. Donc on a effectivement aujourd'hui une vraie difficulté, parce qu'entre la politique classique des républicains traditionnels, qui s'inscrivaient dans un multilatéralisme, et celle des conservateurs qui se sont regroupés autour d'une idée plus nationaliste, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait étincelle. Philippe Gély, vous avez aussi écouté avec attention le discours de Donald Trump à l'ONU, qui est un petit peu un discours de politique générale, de politique étrangère. Comment vous l'avez perçu? Est-ce que, selon vous, il y a des contradictions, par exemple, dans ces différentes positions? Mais Trump n'est qu'un condensé de contradictions dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses politiques, dans toutes ses décisions. Vous ne pouvez pas dégager une logique claire, sauf en termes de politique étrangère, une approche totalement transactionnelle. Il n'aime pas le multilatéralisme. Il veut être négocié dans une position de force. C'est aussi son deuxième point d'appui, sa deuxième règle, si vous voulez. Sur l'Iran, je pense qu'il y a quand même une petite obsession dans le sens où il pourrait éviter ce problème qui est quand même à peu près insoluble et qu'il crée de toutes pièces. Il s'expose, comme le lui a dit d'ailleurs Emmanuel Macron à l'ONU, en marge de l'ONU, à créer un deuxième casse-tête nord-coréen avec l'Iran. S'il pousse trop loin et s'il pousse l'Iran dans une situation équivalente à celle d'avant l'accord nucléaire de 2015, qu'est-ce qu'il a gagné? Pas grand-chose. Donc effectivement, on peut se demander d'où vient cet acharnement à créer un problème auquel il n'a pas de solution. On a deux petites questions d'internautes que j'avais repérées dans des articles du Figaro. Il y en a une peut-être pour vous, Isabelle. La première, on va la voir, c'est un commentaire. La dissuasion n'est plus le seul apanage des grands et c'est cela qui irrite l'Occident. Est-ce que ça résume aussi un petit peu la situation ? Oui, mais alors on peut compléter cette citation en disant que traditionnellement les grands, ce sont les 5 grands, voilà. Et ce sont les 5 puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on pourrait transformer cette phrase en disant la dissuasion n'est plus l'apanage des puissances raisonnables. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que à Essian, je n'ai pas employé le mot démocratie parce que oui. La Chine et la Russie sont des puissances nucléaires non démocratiques, en tout cas au début, voilà. Mais donc maintenant, on a de plus en plus de pays qui sont des pays qui ne respectent pas les règles, les codes, les valeurs, pas seulement de l'Occident, mais les valeurs et les règles des organisations internationales et de cette espèce d'équilibre qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà. A permis quand même une espèce de stabilité. C'est terminé maintenant, on a le Pakistan, il va falloir vivre avec cet équilibre inconfortable. Et on a au-delà tout un tas de pays qui aimeraient faire partie de ce club des puissances nucléaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a l'arme nucléaire, c'est une manière de sanctuariser son régime. On est absolument certain qu'on ne sera pas tué et que son pays ne sera pas envahi.
Et une deuxième question d'un internaute, peut-être pour Sébastien celle-ci. Par cette attitude belliqueuse et agressive, Trump offre sur un plateau d'argent l'ennemi extérieur tant nécessaire à ces régimes totalitaires. Cela les renforce et permet de faire taire les oppositions intérieures et les aspirations de ces peuples à plus de liberté. Sébastien, est-ce qu'on peut relier ce commentaire au dossier nord-coréen ? Il est certain que pour la propagande nord-coréenne, les États-Unis sont le grand ennemi qui empêche la réunification de la nation coréenne. On peut dire que Trump joue très bien son rôle. Il va jouer le rôle du grand impérialiste. Donc pour la propagande nord-coréenne, c'est du pain béni. Ils n'ont pas besoin de beaucoup se forcer pour écrire leur communiqué belliqueux avec un tel personnage. Après, la question est de savoir aussi si derrière cette épreuve de force actuelle, il y a une possibilité de diplomatie ou pas, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime nord-coréen, par le passé, a montré sa capacité à négocier après avoir fait des coups de force, notamment avec George Bush, sous Kim Jong-il. La question, c'est avec Donald Trump et Kim Jong-un, est-ce qu'il y a une possibilité un jour d'une négociation, une fois que les rapports de force auront évolué ou pas ? Ou est-ce que cette possibilité est désormais totalement fermée ? Merci beaucoup Sébastien. Allez, je vous donne très rapidement les résultats du sondage de ce matin. Redoutez-vous un affrontement nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord ? C'est non à 52%, oui à 42%. Peut-être très brièvement, Isabelle, est-ce que nous, Français, on doit redouter cet affrontement ou est-ce qu'au final, il ne nous concerne pas tant que ça ? Il n'est pas dans notre environnement stratégique immédiat, voilà. Mais il l'est quand même, parce que d'abord, on a la Nouvelle-Calédonie et tout un tas plusieurs possessions françaises qui sont dans cette partie de l'Asie, donc qui peuvent être directement concernées par une frappe nord-coréenne, tout simplement, et parce que tout ce qui concerne la prolifération intéresse et implique énormément la France, qui est un des pays les plus dynamiques et qui est un peu l'un des gardiens du temple au monde de la non-prolifération, et ensuite parce que tout changement stratégique de cet ordre, tout changement et tout bouleversement dans les alliances impacte, j'aime pas ce mot, excusez-moi, a des conséquences, a des conséquences quasi automatiques sur un pays qui est une puissance et qui est un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup Isabelle. Merci messieurs d'avoir été avec nous en direct. C'est fini pour l'Iran, la Corée du Nord et Donald Trump, mais tout de suite, c'est notre invité du jour que nous recevons. Bonjour Géraldine Daniel. Bonjour. Vous êtes correspondante à Bloomberg, vous êtes même la chef du bureau parisien de Bloomberg, oui, que vous avez rejoint il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. On est plusieurs à Bloomberg. Oui, vous êtes bien sûr plusieurs. Mais justement, alors déjà, quelle est votre audience ? Vous ne vous adressez pas qu'à des lecteurs et des téléspectateurs américains ? Ah non, pas du tout. On est une agence de presse, un peu comme l'agence France Presse, Reuters. On a des bureaux dans 178 pays quand même. Et on s'adresse alors effectivement à des gens qui sont essentiellement des investisseurs, que les informations économiques, financières et politiques intéressent. Mais pas seulement. On s'adresse aussi aux médias. On s'adresse aussi de manière plus générale à un public qui a envie de lire. Maintenant, tout devient un peu économique et financier. Les risques géopolitiques vont avoir au final un impact sur l'inflation, donc sur vous, donc sur le consommateur final. Donc voilà, donc on intéresse tout le monde. Emmanuel Macron a beaucoup intéressé les Américains pendant la campagne. Est-ce que le soufflet est retombé ou est-ce qu'il continue de les intéresser ? Non, il continue à intéresser. Macron est une forme de, peut-être de catharsis pour la plupart des Américains qui voient tout à coup un président comme ils auraient peut-être voulu en avoir un. Et en plus, même si Donald Trump a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. Enfin, attention, le vote populaire était un peu différent, mais oui, il a été élu, en tout cas selon les règles de démocratie américaine, oui. Non, mais Macron est jeune, Macron a une espèce d'aura autour de lui, il suscite à la fois fascination, interrogation. Macron a décidé de prendre
dessus en ce qui concerne la refonte de l'Europe. Macron est fondamentalement en faveur du commerce international. Enfin, voilà, toutes des choses qui portent. Et puis, c'est une belle figure, si vous voulez, hein, un peu à l'aune de ce que disaient certains là-bas aux États-Unis. Il leur fait furieusement penser au Kennedy. Au Kennedy, et alors on l'a aussi comparé à Obama. Est-ce qu'au final, Emmanuel Macron, c'est un démocrate assez classique, c'est-à-dire économiquement libéral, car tous les démocrates américains sont quand même libéraux, mais peut-être sociétalement, on va dire, un petit peu plus à gauche? Ah, vous voulez me faire dire quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous dire, d'abord parce que je ne suis même pas certaine de savoir où Macron se situe en politique française. En plus, alors maintenant c'est très marqué aux États-Unis, et votre correspondant Philippe Gély vous l'aurait dit, la différence entre démocrates et républicains est très marquée, mais elle n'était pas autant auparavant. C'est-à-dire que sur des sujets de société notamment, bizarrement ils se rejoignaient sur le marché, les règles économiques, personne là-bas n'en a jamais... On n'a jamais remis ça en question. Donc voilà, en France, c'est un peu différent. Je parle sous votre contrôle, la fibre de Bloomberg est probablement assez libérale. Est-ce que oui, nous, on croit dans le capitalisme. Voilà, c'est pour ça. C'est le seul système qui fonctionne pour l'instant. Donc, Et cette souplesse que Emmanuel Macron entend donner aux entreprises, je suppose que vos lecteurs, vos spectateurs, vos éditorialistes aussi peut-être sont plutôt d'accord avec cette idée? Alors, oui. C'est vrai, nous, ce qu'on fait, c'est la chronique du capitalisme. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Les gens qui nous lisent, qui sont très intéressés par ce que est en train de faire Macron, qui est dérigidifier un pays qui est considéré comme un pays clé, cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment un carrefour géographique, on est un carrefour historique si vous voulez aussi. On est partout. De nombreuses multinationales sont françaises, hein, donc ça leur semble important. Et nombre ont envie d'investir en France. Et ils ne se sont empêchés jusque-là d'investir jusqu'à un certain montant. Et là, c'est vrai, il y a une vraie avidité de savoir est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va réussir. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi très regardé, très scruté. De manière plus anecdotique, on a aussi beaucoup entendu ces fameux mots qu'il a eu. On a entendu le mot feignant, on a entendu le mot c'est chômeur qu'il faut le voir. Est-ce que vous avez dû expliquer aussi ces polémiques? Non. Très bien. Non, parce que d'abord, alors si vous prenez le président américain, vous avez abondamment parlé dans la première partie. Alors on est vraiment en dessous du trait. Bon, après c'est pas tellement explicable. C'est vraiment franco-français comme conflit sur les fainéants. Qui est-ce qu'il visait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis je pense que nombre de nos lecteurs dirent oui, peut-être que quand on sait qu'ils font que 35 heures par semaine, mais tout un cliché du français que nous on s'efforce justement de démanteler. On dit ben non, c'est pas vrai, on travaille plus que ça. Mais alors justement, je voulais vous faire réagir. Je ne sais pas si on peut vous montrer en direct ce que je peux vous montrer sur l'iPad. Ça date des années 1830, puisqu'on parle de Tocqueville. On ne peut pas la voir, mais je vous le cite. C'est pour se soustraire à cette obligation du travail que tant de riches Américains viennent en Europe. Là, ils trouvent des débris de sociétés aristocratiques, parmi lesquelles l'oisiveté est encore honorée. Déjà en 1830, on est considérés comme des feignasses en France. Il faut relire Tocqueville. Il avait tout compris et depuis, on n'a pas avancé. Non, justement, c'est ça qui est un des enjeux de notre travail au bureau de Paris de Bloomberg, c'est de montrer ce qu'est la réalité des choses, à savoir qu'on peut devenir un milliardaire, à l'image de Xavier Niel, en bâtissant son empire à partir de rien du tout en France, et en restant en France, et en payant ses impôts en France. On peut faire comme Bernard Arnault, qui a fait pratiquement la même chose. Il y a un petit épisode où il est parti aux États-Unis, mais malgré tout, quelqu'un qui continue à payer ses impôts, L'Oréal qui est un exemple énorme de ce qu'est une multinationale, vraiment. Et puis, alors, voilà, on reste très français, très investi en France. Voilà, donc nous, c'est ça qu'on essaie de faire. 35 heures, certes, mais à côté, on est plutôt productif. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui rendent notre travail... alors, il y a un enjeu, et en même temps, c'est fabuleux. Combattre aussi ces clichés. Un dernier mot peut-être sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On sentirait presque une affection, je dirais peut-être pas jusque-là, mais une appréciation réciproque qui est peut-être sincère, alors que énormément de choses semblent les opposer, en tout cas d'un point de vue diplomatique. J'adorerais savoir ce que l'un et l'autre pensent
tout court. Et après, ce qu'ils pensent l'un de l'autre, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, il est évident pour la plupart des observateurs américains que Macron sait y faire avec Trump. Il lui donne et la stature et le prestige que Trump veut, réclame. Et puis, est-ce que, en revanche, ça ira dans le sens de ce que veut Macron, à savoir faire revenir les Américains dans l'accord de Paris? Je ne suis pas certaine. Je crois que ça, personne ne sait. Est-ce que M. Trump le sait lui-même? Non plus. Ça, c'est bien possible. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine Amiel, d'avoir été notre invitée. Je vous signale simplement en direct que le Fatah et le Hamas viennent de signer un accord de négociation et que mon oreillette, décidément, m'aura donné beaucoup de tort aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.